Bonsoir Guillaume. Salut, salut. Bienvenue au podcast Go Wild, ça va bien? Ça va bien, merci. Je suis content d'être là. Ben oui, mon Dieu, je suis tellement contente que tu sois là aussi. Ça fait, comme je le disais un petit peu plus tôt, j'ai vraiment, tu as piqué ma curiosité. La personne que tu es, autant au niveau, tu sais, en étant docteur en neuropsychologie, mais aussi explorateur, je trouve que la double identité, ça pique pas mal la curiosité de tout le monde. Donc, je suis contente de pouvoir te poser toutes mes questions aujourd'hui. Donc, le Je suis but... content de pouvoir jaser avec toi. Le but du podcast, c'est d'amener les gens, en fait, à écouter leur gut feeling, puis aussi à oser sortir des sentiers battus, puis à s'écouter pleinement. Puis je trouve ça le fun d'avoir toutes sortes de volets de personnes, des gens qui ont cheminé dans différents domaines. Puis ça va être la première fois que je vais avoir quelqu'un d'un petit peu plus chercheur, docteur. Donc, je trouve ça le fun d'avoir ce point de vue-là. Donc, juste pour faire un petit topo, puis tu compléteras, Guillaume, tu es docteur en neuropsychologie et explorateur. Tu t'intéresses et travailles en psychologie, communication, habileté relationnelle, développement du leadership depuis 15 ans. Mais tu es aussi un explorateur, donc tu aimes voyager, puis tu le fais depuis à peu près une vingtaine d'années. Mais toi, tu t'intéresses, c'est pas le petit voyage dans les tout inclus là, qui t'intéresse. c'est vraiment d'aller dans les communautés un petit peu plus reculées pour aller explorer, voir un peu comment ils vivent, puis voir leurs méthodes, façon de faire, puis aussi tester tes propres méthodes aussi. Oui. Donc, voilà. Alors, écoute, peut-être aussi de te présenter, toi, dire plus en détail qu'est-ce que tu fais. Donc, je te laisse la parole. Ce que je fais, je pense que tu l'as quand même bien dit. J'ai comme un peu deux facettes de moi, si je peux dire. Une qui est plus, je dirais, psychologique ou plus interne, où est-ce que je m'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, à l'intérieur des humains, à l'intérieur de leur façon de voir le monde, de l'intérieur de leur cerveau. Je m'intéresse aux processus mentaux, aux processus comportementaux. J'essaie de comprendre c'est quoi les variables qui causent, par exemple, tel genre de comportement, quel genre d'effet. Tu parlais de relations, oui. Stratégie de communication, leadership, c'est pas mal, je dirais, mon créneau. La performance aussi, je te dirais, l'atteinte de buts difficiles, c'est pas mal aussi un créneau dans lequel je travaille. Fait que ça, c'est un des volets, puis mes études sont reliées à ça, là, psychologie clinique puis neurosciences fondamentales. En fait, moi, je m'intéresse à ça parce que la façon dont on utilise notre cerveau, ça change ce qui va se passer dans notre vie. Puis quand je dis la façon dont on utilise le cerveau, c'est pas... il y a plein de choses qui sont répandues, là, comme croyances, que c'est utiliser des trucs, puis tout ça, mais il n'y a pas vraiment de trucs. C'est des micro-apprentissages qu'on fait, puis qu'on développe, puis mis ensemble, là, ça crée des effets dans la vie, mais il n'y a pas vraiment de trucs. C'est comme un sport un peu. Y a-t-il un truc dans le sport? Dans les sports, il y en a, mais c'est des petits trucs. Tu t'entraînes, tu répètes, puis à un moment donné, oups, t'es meilleur, puis tu as de l'aisance. C'est quelque chose qui est progressif. C'est un peu la même chose avec le cerveau. Il n'y a pas de truc pour utiliser le cerveau de façon spectaculaire. Là, il y a comme un marketing autour du cerveau, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Fait que ça, c'est un volet de ma vie. L'autre volet de ma vie, je pense que c'est quelque chose justement qui est complètement différent. C'est très physique. C'est-à-dire que j'aime ça, certains défis de nature physique, puis des expéditions, des voyages avec des défis, moi, ça me parle, j'aime ça. C'est sûr que ça fait travailler aussi mes propres défis internes, mes propres émotions, ma propre psychologie, si on peut dire. Fait qu'on ne peut pas isoler les variables, on ne peut pas isoler le corps et l'esprit, mais le port d'entrée, c'est vraiment l'aspect rough, l'aspect physique, puis c'est ce que j'aime. Il va-tu y rester? Ça, exactement. Oui, il y a toujours cette question-là de comment ça va finir, puis fait que je pense que ces deux aspects-là de moi extrêmes se complètent bien. Je pense que je ne serais pas heureux à faire seulement de la psychologie, parce que en psychologie, c'est beaucoup des choses qui sont intangibles. On est beaucoup dans l'abstrait, les émotions, les pensées, on n'est pas dans du tangible. À un moment donné, on est fait de chair et d'os et donc on a besoin de toucher à des choses, de vivre des choses, d'être dans notre corps. Donc, c'est quelque chose que j'ai besoin de retrouver dans ce sens-là. Oui, mais c'est quelque chose que tu prônes beaucoup, la mise en pratique, si je ne m'abuse. Tu dis, c'est bien beau, exemple, parler de développement personnel, isoler un concept, mais tu donnes l'image d'aller à bicyclette, puis que tout finit, il faut le mettre en pratique pour que tout soit un peu en synergie ensemble.
Oui, c'est ça. C'est parce que la psychologie, ça a une tendance à être très isolée dans sa tête, en vase clos. Puis, il y a une partie que c'est ça, mais il y a une partie qu'il faut que tu l'appliques dans la vraie vie. Puis, à un moment donné, il faut que ça parte de ta tête, il faut que ça se transforme en décision, en choix, en comportement concret. Il faut, à un moment donné, avoir les mains dedans. Mhm. Donc, même si on part de la psychologie et qu'on fasse des expéditions ou pas, ben, la vie, c'est une expédition. La Mhm. vie, c'est, même si on a fait on a des petites plages horaires à tous les jours, on ne sait pas comment ça va se passer notre journée. On ne sait pas exactement. On ne sait même pas ce que l'autre va nous dire. Donc, il faut avoir, je pense, un mindset un peu d'expédition puis d'aventurier dans notre quotidien ou dans notre agenda. Donc, pour moi, c'est comme un peu quand je fais des expéditions, c'est les mêmes processus que j'essaie d'utiliser et de matérialiser dans ma vie quotidienne, puis c'est ce que je recommande aussi à les Mhm. clients que je coach. Donc, l'expédition te rend un meilleur coach, te rend un meilleur humain, te rend... bref, ils Effectivement, viennent s'entrelacer effectivement. ensemble. Oui, oui, OK. oui. Puis parlons-en un peu de la pratique, parce que c'est ce que tu es allé faire au Québec. Oui. Tu étais porté à aller plus à l'étranger, mais là, la COVID t'a donné la chance, puis tu as pris le temps d'aller voir un peu ton art québécois. Donc, peux-tu juste nous mettre en contexte? C'était quoi cette idée, puis en quoi c'était différent cette fois? Ben, je suis quand même un billet favorable pour l'Afrique. C'est un terrain de jeu que j'ai visité beaucoup dans beaucoup de pays. Puis j'aime beaucoup la nature là-bas, j'aime beaucoup la faune en général. Je suis guide de safari en Afrique, donc j'ai étudié même là-bas. Fait que j'ai toujours aimé ça. Puis ce que j'aime de l'Afrique, c'est que ben non seulement les animaux sont des vrais défis, parce qu'il y a beaucoup d'animaux dangereux, donc faut être capable de savoir quoi faire avec ça. J'aime ça. Mais ce que j'aime aussi, c'est la stabilité de l'environnement. C'est-à-dire que les saisons sont très stables. Tu sais, si on est dans la saison sèche, pardon, ben on sait quelle température environ il va faire de jour, de nuit, on sait le taux d'humidité, on sait que les précipitations vont être quasi absentes. Donc, l'environnement est très, très stable. Mhm. Ça peut être assez plat aussi. Tu connais la sorte de terre. Donc, c'est un environnement qui est le fun pour faire des expéditions. C'est sûr qu'il faut être averti à cause justement des animaux, des lions, des éléphants, toutes ces choses-là, dépendamment où on va. Puis moi, je suis pas très bon dans le froid. J'ai pas une grande Non? tolérance au froid. Je suis vraiment pas très bon, mais fait que j'ai jamais été très porté vers des pays froids. Tu sais. Puis au Québec, tu sais, on n'a peut-être pas ce recul-là parce qu'on habite ici. Fait que c'est comme un peu notre arrière-cour. Mais il y a quand même beaucoup de défis au Québec. C'est pas si simple que ça, faire des expéditions de longue durée au Québec à cause de la température et de l'environnement. C'est des températures qui sont toujours très instables. C'est-à-dire que tu peux vraiment jamais savoir est-ce qu'il va y avoir des précipitations, quelle quantité ou pas. Mm. Quelle température il va y avoir, oui ou non. Est-ce qu'il va y avoir du vent, oui ou non. Donc, c'est vraiment imprévisible. Et Mhm. ça rend la tâche très difficile. Si tu ne peux pas prédire tes températures, tu peux pas prédire tes précipitations, ça change plein de choses. Ça change ce que tu peux faire, ça change ton équipement, ça change ce que tu vas être confortable, tu vas savoir froid, est-ce qu'il faut t'en aller plus sur le dos parce que plus Oui. tu étires ton spectre de température, mais plus ça prend de l'équipement à différents niveaux de température. Tu ne peux pas avoir un seul équipement qui fait tout. Ça veut dire que Mhm. là, il faut que tu calcules un double équipement, fait qu'il faut que tu t'alourdis beaucoup. Puis, tandis qu'en Afrique, tu sais qu'il fait ça, tu peux être très, très léger. Je pars avec mon arc, puis je pars avec quelque chose qui est minimaliste, un mini hamac que je vais aller dans les arbres. J'ai pas besoin de grand-chose. Je n'aurai pas froid la nuit, je n'aurai pas d'hypothermie. Par contre, il y a moins d'eau. Tu sais, là, Mm. c'est ça. C'est comme, il y a toujours un Il y a genre comme de une balance. trade-off. Ouais, non, Ouais, c'est il y ça. a toujours quelque chose qui manque ou que tu as de trop. Euh, En Afrique, des fois, de l'eau, ça commence à être stressant parce qu'il faut que tu la trouves. Puis là, au Québec, on manque pas d'eau. Non? Mais tu Ressources peux en abondance. c'est ça. On en a en masse, mais c'est beaucoup plus difficile au niveau de la survie. Ce OK. qui fait en sorte que j'avais le goût de relever ce défi-là. Peut-être que je n'étais pas prêt avant, ça ne me tentait pas avant. Puis là, je me sentais plus prête. Puis aussi, j'étais rendu que j'avais besoin de ça. J'ai comme besoin de mon dosage, ma dose de- D'adrénaline, de... euh, oui, mais de solitude Ah. aussi, parce que ma job, c'est tout le temps d'interagir avec des gens. Puis j'adore ça, mais ça prend beaucoup d'énergie. Puis il faut être capable de recharger cette énergie-là. Puis moi, je la recharge en étant seul dans ce genre d'expédition-là. Fait que là, tout ça a mené au fait que je me suis dit, tiens, là, c'est le bon moment là, d'aller dans le nord du Québec. Je ne le connais pas, le nord. Puis un de mes amis, Frédéric Dion, avec qui je suis allé faire du rafting, ben,
Il m'a fait découvrir un peu le pack raft, qui est un raft individuel, qui est une espèce de mini-raft en forme de canot que tu peux souffler. C'est tout petit, ça prend 10 livres, tu as tes deux rames. Donc ça, au Québec, c'est très important parce que c'est pas si facile que ça marcher au Québec, dépendamment des végétations. Souvent, c'est trop dense, tu peux pas avancer. Tu es beaucoup dans des marécages, c'est très humide. Fait que c'est pas comme en Afrique où tout, le sol est très stable. C'est ça, très dégagé. C'est ça, c'est vraiment une autre logique. Puis là, je sentais que là, c'était le bon temps pour moi de découvrir ça. Puis là, je suis parti avec mon packraft. J'ai beaucoup aimé ça. Puis vraiment, mais c'est une question d'équipement. Hein. Faut vraiment, pour aimer une expédition, il faut être quand même assez averti. Fait que même si je n'ai pas tant que ça d'expérience de longue durée au Québec, mais j'ai quand même de l'expérience dans plusieurs pays quand même. Puis j'avais assez confiance que j'étais capable de me sortir de là avec assez facilement. En un morceau. C'est ça. Fait que, y a-tu des défis? Est-ce qu'il y a possibilité, peut-être pas tous les défis, parce que je sais que ça va sortir en vidéo, là, mais peut-être un de tes pires, un moment où tu as douté ou je sais pas? Ben ça là, pour te dire la vérité, là, quand tu es seul, puis des fois tu as des journées plus difficiles, ton cerveau, des fois, il part sur des spirales négatives. OK? Parce que c'est très dur à arrêter. T'sais, des fois, là, je me souviens à un moment donné, là, après quelques jours, à un moment donné, là, je commence à manquer de nourriture, je commence à être très fatigué, je suis toujours dans la vase, je suis toujours dans les marécages, j'avance pas vite. Je suis pas capable d'atteindre mon objectif de kilométrage. Puis là, c'est comme tu te sens vraiment comme un loser. Tu fais comme, OK, je suis un loser. Donc, con, là. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je m'impose ça? C'est pas bon, là. Qu'est-ce que tu es vraiment attardé? Mais là, ça peut partir facilement parce que des fois, quand tu n'es pas heureux, là, ça part. Tu fais, mais je suis pas bon dans plein d'affaires. Puis je suis vraiment épais dans plein d'affaires. Puis je suis vraiment con. Puis des fois, là, le cerveau, là, il s'emballe comme ça, puis là, ça te broie le cœur un peu. Fait que il faut apprendre à faire non, on va pas là. Le cerveau, il veut y aller, ça lui ferait peut-être du bien, mais ça sera pas bon. Fait que là, il faut reprendre le contrôle de OK, ben là, je m'organise pour être le plus heureux possible maintenant. Fait que là, je prends les moyens. Fait que je prends une pause, je me fais plaisir, je me prends 2 portions de nourriture s'il faut, je vais aller me bourrer la face de bleuet. Oui. Là, je me fais un feu, j'arrête ça là. Il faut, à un moment donné, reprendre le contrôle de la situation. Puis, pour moi, des expéditions de longue durée, ça te reflète des choses que tu dois travailler sur toi. Puis, fait que oui, il y a des défis constants, des défis de bataille avec toi-même. Tu n'es pas fier de toi des fois. Puis là, après ça, puis aussi, bon, parlant de défis, l'environnement était un vrai défi parce qu'il est fait très, très mauvais. En fait, anormalement mauvais. Il y a plu tous les jours. Ça, je veux dire, tu es mouillé toujours. Tu ne peux pas complètement te réchauffer. Tu es toujours trempe. Il a fait très froid. Il ventait toujours. Puis le vent, ça tue. OK? Le vent, surtout quand il commence à faire froid, vent plus humidité, plus température froide, c'est ton kit, c'est ton arrêt de mort. Fait que j'avais mon arrêt de mort à tous les jours pendant 14 jours. Tu sais que tu es malade? Est-ce que tu as eu une genre de petite grippe ou? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu vraiment des problèmes de dos là, dernièrement. Je me suis cassé le dos là, un mois, puis je n'étais plus capable de marcher. OK. Puis là, finalement, je me le suis fait réparer, mais je venais juste de recommencer à marcher un peu juste avant l'expédition. Puis je me dis, est-ce que je repars, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? Je vais avoir presque 100 livres sur le dos. Qu'est-ce que je fais? Je vais y aller. Je pense que je devrais être correct. Après 24 heures d'expédition, mon dos a barré. Là, je me suis dit, ça se peut que je sois là pour rien, puis que là, je ne peux plus rien faire, j'ai de la misère à bouger. Je me dis, OK, du calme, passe 24 heures, fais rien. Repose-toi. Okay. C'est une journée à la fois, puis ça a passé. Je ne comprends même pas encore comment ça a fait. Ça a passé. Je me dis, OK, ben regarde, on va faire un autre petit bout. On va être relax, on va être sage, on ne fera pas les héros, là. On va un petit bout de plus, je vais regarder comment je me sens. Tu sais, il faut que tu mettes de côté tout ce qui est de nature égo, de nature être fier de toi, d'avoir fait. Tu sais, il faut demander que tu dises, c'est quoi la priorité, là, exactement? C'est quoi qui est vraiment important versus qu'est-ce qui n'est pas important? Puis c'est un challenge constant de dire, non, il faut que tu fasses le deuil de ça, là. Tout de suite, tu fais le deuil tout de suite de ça. Oublie ton kilométrage, je vais atteindre ça. Oublie ça. Si tu ne fais pas le deuil, tu te mets en danger à partir du prochain pas. Donc ça, c'est comme une espèce de sagesse qu'il faut avoir en expédition et qu'il faut avoir dans la vie à un moment donné
pour savoir c'est quoi les limites. Quand est-ce que c'est non, on est capable de le faire, il faut être persévérant, versus attention, tu es dans une zone dangereuse, et là on change de braquette d'intervention. C'est pas une question qu'il faut que tu persévères, c'est une question qu'on est dans une zone non sécuritaire. C'est pas, il faut reconnaître l'un et l'autre. C'est pas si simple que ça, parce que des fois, on se dit non, il ne faut pas que je lâche, je ne suis pas un loser. Parce que des fois, là, quand tu te sens pas bien, tu veux te prouver à toi-même que tu n'es pas un loser. Fait que là, tu peux te mettre en danger. C'est comme, non, peu importe ce que tu fais, tu n'es pas un loser, là. C'est pas à propos de ça. Fait que faut que tu te parles constamment. Faut que tu te parles. C'est quoi qui est bon pour toi, là, Guillaume? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui va te rendre content vraiment? Est-ce que c'est de blesser? Est-ce que c'est pas de blesser? C'est-tu d'être fier d'avoir pris des décisions qui sont intelligentes? Ben, moi, c'est plus ça. C'est plus, je vais être fier du processus que j'ai fait. Je vais être fier des décisions que j'ai prises. Je vais être fier de mon attitude. Je vais être fier d'avoir surmonté chacun des petits problèmes. Puis dire, hey, tu vois, bravo Guillaume, tu aurais pu faire ça, mais tu n'as pas fait ça, tu l'as fait de la bonne façon. Bravo. Avant, tu n'aurais pas fait ça. Fait que c'est l'art de se féliciter sur des niaiseries. Et ça, c'est pas une culture qu'on a. On a la culture de, si à un moment donné, je fais des grandes choses, là, je vais pouvoir peut-être être fier de moi. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça marche. C'est que tu dois apprendre à être fier de toi avant de faire des grandes choses. Donc, tu dois être fier de toi sur faire des petites choses. Fait que si je comprends bien... Oh, excuse-moi. Non, vas-y. Ton discours interne, tu l'as vraiment travaillé. En fait, ça t'amène à être capable d'avoir une espèce de... T'as comme une personne externe de toi qui te coach un peu. Tu comprends comme le deux chaises? Oui, c'est exactement ça. C'est qu'il y a une partie de moi qui doit être responsable de moi. Fait que là, il faut qu'il y ait une partie de moi qui me parle, qui fasse hey, Guillaume, là, non, j'aime pas ce que tu fais. C'est pas bon pour toi. Puis là, je vais te parler, là, tu vas écouter ce que j'ai à dire. Ça, c'est pas correct. Tu es violent avec toi-même. Tu n'es pas respectueux envers toi-même. Puis je te laisse pas faire ça. C'est comme, il faut que tu fasses ça. OK, mais là, tu as le goût de bouder. Parce que tu boudes. Une partie de moi qui boude contre moi qui me dit ça. Fait que c'est comme, ben oui, mais là, il faut qu'on se parle parce qu'on est une équipe. Parce que là, je peux pas te laisser, oui, vas-y, fais n'importe quoi. Puis c'est comme, non, c'est pas comme ça. Puis c'est pas ce que tu enseignes à tes clients non plus. Fait que ne fais pas à toi ce que tu dis à tes clients de ne pas faire à eux-mêmes. Fait que c'est comme, il faut être cohérent. Fait que, non, il y a toutes sortes de défis internes, tu sais. C'est clair. Puis, des fois, quand tu fais une petite chose, puis là, tu vois, il y a juste un petit rayon de soleil, puis là, il n'y a plus de vent, tu fais OK, là, je suis heureux, c'est beau. Gratitude. Oui. Autant des petites choses peuvent complètement miner ton moral, autant des petites choses te disent, gars, tu vois, ça va bien. Ça va bien. Dans le fond, gars, il fait beau ici, gars, il y a du soleil, puis whoop, fait que c'est beaucoup de montagnes russes émotionnelles. Puis je pense que c'est un bon défi. Reflet du quotidien. En même temps, tu vois tes patterns. Puis, je serais curieuse de savoir, Guillaume, parce que tu parlais tout à l'heure de mini-RAF, OK? Puis, tu sais, tu nous montrais à un moment donné dans ta vidéo pré-expédition, ça allait être quoi un peu l'itinéraire et tout ça. Puis, ça s'est passé comment? T'avais-tu déjà fait du rafting dans le passé? Non. Ah oui, t'as eu le cours! Ben, j'en ai fait. Oui, j'en ai fait quelques fois, tu sais, mais pas... j'ai jamais fait d'expédition solo sur l'eau. OK. Fait que oui. Par contre, l'eau, je dirais, je suis assez à l'aise avec ça. Je suis un ancien nageur. J'ai comme un feeling de l'eau en lequel je fais assez confiance quand même. J'ai été beaucoup avec des tribus qui sont sur l'eau. Tu sais, je me sentais assez confortable avec ça, puis prendre des décisions qui sont sécuritaires, surtout quand vient le temps de rencontrer des rapides, les inspecter avant, comment les contourner, toutes ces choses-là. Fait comment que ça s'est passé? Ben, premièrement, j'étais supposé être déposé en avion au pied des monts Atish. Puis là, quand je suis arrivé à l'aéroport, ben là, l'avion était brisé. Fait que là, je dis, OK, mais tu sais, qu'est-ce que je fais? Ils ont dit, mais si t'attends une couple de jours, il y a un autre avion qui va arriver. Je dis, oui, mais je ne veux pas attendre quelques jours, tu sais. Fait que tu sais, déjà là, il y a une adaptation. Je dis, OK, l'aventure est démarrée. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait? On change là. Je veux dire, c'est parti. Plan C, ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, mais regarde, c'est pas grave. C'est une autre chose. On oublie ça. Deuil, plus d'avion. C'est fini. On change de trajet, ça n'a plus rapport. Fait que là, je me suis dit, OK, mais c'est pas grave. Regarde, je vais aller acheter des tanks de gaz, je vais remplir mon véhicule d'essence parce que je vais aller tellement loin en véhicule qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'essence. Il faut que je calcule mon retour en essence. J'ai calculé ça, j'ai fait mes ratios de litres, puis tout ça, puis de consommation, puis de moyenne de kilométrage. Puis je me suis dit, je vais aller là, puis là, je vais me stationner, puis là, je vais partir à pied,
Puis je vais essayer de le faire moi-même. Ça allait arriver au point où je m'étais fixé en avion. Mais tu vois, j'avais pas tout à fait la maturité pour faire complètement le deuil de tout ça. Fait que je m'étais dit, non, je vais faire pareil, mais à pied. Tu sais, ben oui, juste un petit 110 km de plus de marche, là, il n'y a rien là. Je me suis dit, ben oui, tu sais, si je pars 14 jours, 7 jours, si je fais 20 km par jour, x 7, on est correct en masse pour se rendre. Puis j'ai du lousse. Ouais, mais la question, c'est est-ce que tu es capable de faire 20 km par jour? Ben là, j'ai bien vu après la première journée que c'est impossible. Impossible, impossible. Parce que le terrain, c'est en mousse. C'est en mousse humide, marécageuse. Fait que tu fais un pas, je cale jusqu'à mi-mollet. Fait que ça, plus en pente, plus des dénivellations, je te jure, là, il fallait que je prenne un repos à toutes les 300 pas. Parce que j'étais brûlé. 300 Wow. Fait que c'est comme être dans le sable un petit peu. Ah, pire que ça, là. C'est parce que c'est pas... c'est un sable, mais mettons qu'il cale plus. OK? Quelque chose comme ça. Donc, plus le 100 livres sur le dos, c'est lourd, là. Moi, j'ai jamais eu un sac aussi lourd que ça, 80-100 livres. Mm-hmm. Mais pour un 14 jours, avec des températures, avec des grands écarts comme ça, plus une carabine, tu sais, c'était impossible. Mm-hmm. J'ai essayé d'alléger le sac, mais j'ai coupé dans la bouffe, puis je me suis retrouvé avec 9 repas sur 14 jours. D'où le 16 livres en moins. Ça, oui, la marche additionnée aussi. Oui. Et ça a été un succès. Donc, le bilan de cette expédition-là, c'est qu'au final, est-ce que tu as respecté tes jours, tu as respecté ton itinéraire? Ben non, j'ai respecté zéro mon itinéraire. Zéro, OK. Ben, j'ai fait, tu sais, je voulais faire, mettons, une loupe comme ça. OK. J'ai juste fait la moitié de la loupe que je m'étais dit. OK. Parce que j'avançais la moitié. Si je faisais peut-être 4 km à pied par jour, c'était le max que je pouvais y aller là, physiquement. Tu sais, fait que c'est comme, mais non, je peux pas faire plus que ça. Fait que c'est comme, OK, on fait le deuil de ça, ça va être un autre itinéraire. Mais c'est pas grave. Parce que l'idée, c'est de repousser des limites, apprendre quelque chose, puis dire, hey, bravo, t'as appris quelque chose, puis t'as relevé. C'est très bon. Puis j'ai eu du temps pour moi, puis j'ai vu plein de choses. Puis il y a plein de nouveautés. Tu sais, je me suis dit, hey, j'ai jamais fait une expédition dans le mouillé tout le temps, dans ce froid-là, moitié terre, moitié rivière. C'est ma première fois de cette forme-là. Je suis content. Là, je peux dire, je sais c'est quoi cette forme-là. Non, moi, j'étais très content, puis pour moi, c'est un succès pour moi. Puis ça t'a-tu donné le goût, en fait, de faire d'autres expéditions, soit à même le Québec ou peut-être même à même le Canada ou l'Amérique du Nord? Est-ce que maintenant, il est dans ta mire? Ben, ça fait une couple de mois que je me dis, j'ai plusieurs petites expéditions au Canada que j'aimerais faire, dont le Yukon. Mais oui, moi, tu vois, là, surtout que je suis revenu que j'ai mangé mon premier repas, moi, j'étais prêt à repartir. J'étais en train de préparer ma prochaine expédition au Québec. Puis là, je savais que j'avais pas une bonne ligne à pêche. Je savais pas que tu sais, il y a plein de choses que je savais pas, mais que là, d'autres personnes que je connais m'ont dit, ouais, mais ça marchera pas dans telle circonstance. OK, tu sais. Chaque environnement a des défis typiques de l'environnement lui-même. Tu peux pas connaître tous les environnements. C'est impossible, c'est infini. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'espèce de défi de comment on va résoudre ça dans ces conditions-là, puis d'être confortable, puis d'avoir triomphé de ça, de ces éléments-là. Fait que oui, définitivement, on va remettre ça. Génial, puis c'est ça, toutes les micro-variables, c'est quand même assez... En tout cas, on s'en reparlera quand on sera rendu aux retraites parce que j'ai quand même des questions là-dessus. Mais concernant... mon Dieu, j'ai perdu mon idée. Colin, j'ai perdu mon idée. Oui! Comment tu te prépares? Parce que là, tu sais, on pourra en revenir sur justement l'émission Tribal, mais autant au niveau physique, tu sais, d'être sûr d'avoir un peu tous les outils. As-tu des consultants, des gens qui t'aident un peu, qui t'appuient dans ta démarche ou tu fais tout seul un peu? Ben, c'est sûr qu'avec le temps, je suis pas mal autonome, tu sais. Oui. Mais j'aime bien avoir des personnes ressources pour chaque domaine spécifique, juste pour que je puisse parler de ça. Fait que oui, tu sais, je sais comment m'entraîner, tu sais, puis l'entraînement, ben, c'est simple. Tu vas être le plus en forme possible au niveau du cardio, puis tu vas être le plus fort possible physiquement. Fait que mon but, c'est force et cardio. Fait que le plus je suis fort physiquement, mieux c'est. La force, c'est important. C'est pas vrai que seulement le cardio, ça compte. La force brute, ça aide. Parce que
quand tu es en expédition, faut que tu prennes des choses avec tes mains, faut que tu lèves des choses, faut que tu haches, c'est des efforts anaérobiques. Si tu n'as pas la force, c'est plus dur. Tu peux te blesser plus facilement. Fait que j'aime ça être un peu plus lourd. C'est pas tout le monde qui pense pareil là-dessus, mais moi, j'aime bien être un peu prêt à tout. Fait que j'aime bien être préparé en course, en escalade, là, avoir des jambes assez fortes. Puis j'aime être assez fort physiquement pour lever des charges, pour frapper fort avec ma hache ou pour soulever des choses. C'est souvent, faut que tu pousses quelque chose qui est dans ton chemin, puis juste avoir plus de force, tu ne te blesses pas, tu ne te foules pas quelque chose, tu ne te trompes pas quelque chose. Tu es plus prêt à différentes éventualités. Fait que ça, c'est au niveau physique. Après ça, mais, dépendamment des expéditions, c'est regarder c'est quoi les défis potentiels en fonction de ce que je veux faire là. C'est-tu un défi de prédateur que je vais avoir? C'est-tu un défi de distance? C'est-tu un défi de nourriture? Ça va être un défi de longue distance puis d'hydratation? En fonction du défi, mais là, je vais investiguer comment je vais l'adresser, ce futur défi-là. Fait que là, il faut que j'investigue quel est le meilleur matériel possible. Fait que là, à chaque fois, c'est de dire, OK, le meilleur matériel à ma connaissance pour cette tâche-là, c'est ça. Est-ce que j'ai aimé ça la dernière fois? Est-ce que j'ai trouvé des faiblesses dans ce matériel-là? Est-ce que c'est moi qui ne l'utilisais pas bien? Qu'est-ce qui me manque? Puis là, moi, je suis un fou d'équipement. J'ai tout le temps un petit quelque chose que j'aime. Je t'imagine avec un gros garde-robe, puis là, OK, je prends ça. Juste des sleeping bags, j'en ai 8. OK. J'ai 7 hamacs, j'ai 4 ou 5 matelas de sol, 6, tu sais. Puis chaque affaire, je le regarde, puis je dis, OK, non, pour cette expédition, je vais prendre celle-là. Celle-là, c'est mieux. Je vais mixer ça comme ça, puis là, je rassemble ça, puis là, je le regarde. C'est tout ça que j'ai besoin. OK. Là, j'essaie de le pacter. Parce que ça, c'est l'autre art. Comment je le mets dans mon sac? Où je place mes choses? Est-ce que je vais me souvenir d'exactement qu'est-ce qui est où? Parce qu'il faut que ça soit comme les pièces de la maison. Tu sais, faut pas que tu te demandes tout le temps, ma chambre est où chez nous? Donc, non, tu connais ta maison. Là, fait que c'est la même chose avec ton sac à dos. Mon matériel est où? Des fois, tu en as besoin rapidement. Tu peux pas commencer à tout déballer ton stock à terre. Tu vas tout perdre. Tu perds du temps. Puis des fois, tu n'as pas le temps. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments de préparation définitivement. Puis chaque matériel doit être étudié. Ça, pourquoi tu apportes ça? Puis c'est quoi les chances statistiques pour que tu en aies besoin? Wow. Fait que tu veux voyager le plus léger possible. Des fois, plus tu t'en vas dans du froid avec longue durée, plus tu vas être lourd. Non, c'est clair. C'est clair. Puis aussi, quel genre de défi tu veux. Si tu dis non, moi c'est un défi survie extrême, je pars avec rien. OK, mais si c'est ça que tu veux, on part avec que de l'ultra léger, ça rentre dans un 30 litres ou un 25 litres de sac à dos. Puis si tu fais non, c'est pas ça que je veux, là. Moi, c'est vraiment la performance de la distance, tout ça, tu vas te permettre de voyager un peu plus lourd, puis là, tu vas avoir un petit peu plus de OK, j'apporte une deuxième casserole, tu sais, pour bouillir de l'eau puis cuisiner dans l'autre, tu sais, pour être efficace là-dedans. Fait que tu t'alourdis un peu plus, mais c'est adapté avec le trip que tu veux avoir. Fait qu'il y a toutes sortes de trips, d'aventures que tu peux avoir. C'est fou, je me rends compte à quel point c'est mathématique et, et que tout est pensé, doit avoir, mettons, 1, 2, 3 mêmes utilités pour maximiser le poids, mais en tout cas, voir chapeau, puis je trouve ça intéressant l'idée du grand garde-robe avec toutes les avec tout le matériel, mais je peux comprendre qu'après les années à voyager et à faire toutes sortes de trips de survie, à un moment donné, tu finis par accumuler puis avoir un peu de tout. Mais Guillaume, j'aimerais ça qu'on migre un petit peu vers une autre partie de ta vie, qui est un petit peu plus dans le passé. Du moins, c'est un voyage que tu avais fait à ta vingtaine, qui était à 20 ans, en fait, qui était dans le but, le but était un peu de briser, de sortir des sentiers battus, aller te tester ce que tu avais appris en communication. C'est ça, aller voir comment tu pouvais, avec 5 000 $, survivre avec juste la communication. C'est ça? Oui, c'était mon premier voyage quand j'avais 20 ans. Pour différentes raisons, j'avais arrêté le sport, qui était la natation, puis je m'étais dit, OK, mais si je fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Et donc, à un moment donné, tu sais, comme, à un moment donné, on frappe tous et toutes des murs, puis on se dit, OK, mais qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Comment je vais donner un sens à ma vie? Puis, tu sais, j'avais consulté un psychologue d'ailleurs, puis c'est ça qui m'avait amené à dire, ben OK, mais je vais explorer quelque chose qui me parle, tu sais. Puis souvent, tu sais, quand on essaie de trouver un sens à sa vie, on y va très rationnel. Quel travail je vais faire? Où est-ce que je vais travailler? Où est-ce que je vais étudier? Ça va être quoi? C'est pas vraiment de même, ça marche. Tu sais, c'est plus par filon conducteur
qu'on investigue, dans lequel on investit. Tu sais. On teste des choses. Pardon? J'ai dit, on teste des choses puis ça s'affine avec le temps. Mm-hmm. Oui, c'est ça, mais il faut que tu puisses donner en premier à une opportunité plutôt que de dire, ben moi, je veux les réponses. Moi, je veux des réponses, je veux savoir où ma vie s'en va. Ben, la vie ne répondra pas comme ça. C'est à toi à te bouger pour aller rencontrer quelque chose. Puis là, tu dis, oui, mais rencontrer quoi, je ne le sais pas. Ben oui, mais c'est ça l'idée, c'est qu'on ne le sait pas. Il faut aller le découvrir. Fait que là, on dit, OK, mais par où on part? On part par un instinct, on part par une idée, on part avec quelque chose qui semble nous plaire ou qui attire notre curiosité. On dit, OK, ça, c'est mon point de départ. Maintenant, j'investis dans ça. Mm-hmm. Puis là, on dit, ouais, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Non, ce qui va marcher, c'est que tu vas apprendre quelque chose. C'est ça qui va marcher, si tu fais bien les affaires. Mais les gens ne pensent pas ça. Les gens pensent succès. C'est comme, je comprends le succès, là. Je n'ai vraiment rien contre le succès. Je suis all for success. Mais c'est quand le sens des choses se met en place. Puis tu ne peux pas commencer à demander à la vie de te rendre successful sans toi que tu aies donné en premier. C'est à toi à donner en premier. Puis c'est ce qui s'est passé dans ce voyage-là. Je me suis dit, OK, mais je vais essayer de faire le tour du monde. Tu sais, voici un défi, voici ce qui m'intéresse. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais l'idée me plaît. Mais évidemment, 100% des gens m'ont découragé de faire ça. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, mais combien tu vas payer ça? Tu vas-tu travailler? Ça va-tu être dangereux? Mais là, tu vas-tu laisser ta blonde et tes études? Tu sais, fait qu'il faut faire attention à qui tu écoutes dans la vie. Si tu as une idée, c'est bon. Maintenant, il faut que tu investisses. Si tu as une idée, mais tu n'investis pas, il n'y a rien qui va te revenir. Et puis là, tout le monde va faire, ah, tu vois, tu l'avais dit que c'est une perte de temps. C'est pas que c'est une perte de temps, c'est que tu as niaisé. Tu as gaspillé, tu as été cheap. Tu as eu peur et tu n'as pas investi dans cette opportunité-là parce que tu étais trop obsédé à avoir un gain. Fait que ça ne marche pas. Fait que sois généreux envers l'opportunité que tu vas avoir pour vraiment voir qu'est-ce qui peut se passer qui va m'apprendre des affaires de moi. Parce que ça va t'apprendre des choses. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas apprendre quelque chose. Fait que quand tu comprends ça, à un moment donné, tu fais, j'ai un feeling, je vais aller l'explorer, puis je vais investir là-dedans. Je vais investir du temps, de l'argent, de la stratégie, du sacrifice, des options. Fait que là, ce voyage-là, pour moi, ça a changé ma vie parce que c'était la première fois où je leadais ma vie, où je devais leader ou assumer mes décisions parce que dans notre culture, on prend peu de décisions. C'est-à-dire qu'on obéit beaucoup, on obéit à nos parents, nos professeurs, on obéit à tous ceux qui nous imposent de faire des affaires. Puis là, ben, pour moi, ça, c'était quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que je dois obéir à mon feeling, à mon instinct du moment. Mais je ne savais pas comment faire ça. Fait que j'ai été très, très malheureux et très dépressif pendant les 3 premiers mois de mon voyage parce que je me sentais imbécile de ne pas être plus heureux que ça en voyage parce que je me disais, si je ne suis pas heureux, ça veut dire que je suis en train d'échouer. Puis en plus, je paye ce voyage-là. Puis en plus, j'ai laissé des choses. Fait que qui est con? Ben, c'est moi qui est con. Mais c'est pas exactement comme ça. C'est que je ne savais pas comment prendre des décisions puis être sûr que je suis responsable d'être heureux dans cette décision-là puis faire à ma tête. Je ne me connaissais pas, j'avais peur. Fait qu'il y a comme le doute de je suis en train de perdre mon temps, puis je suis perdu, puis c'est très dur, hein, c'est pas mal les 3 mois les plus difficiles dans ma vie parce que j'avais constamment l'estomac noué, je me sentais mal, j'étais profondément malheureux. Je me souviens, j'étais en Égypte, je dormais tout misérable dans une chambre qui coûtait $1,50, puis il y avait des coquerelles sur les murs qui allaient sur moi. Puis avec ce cadre-là, ben oui. C'était tough, tu sais, parce que je ne savais pas ce que je faisais, puis surtout, je ne savais pas comment je procédais à mes choix. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui avance, puis à un moment donné, quand je suis allé en Afrique pour la première fois en Afrique noire, là, au Kenya, central, ben là, j'ai vraiment découvert comme, OK, je suis capable de prendre des décisions que je peux aimer. OK, fait que c'est comme tout n'est pas perdu, et donc je dois continuer à faire des choses que je sens que ça m'intéresse. Fait qu'il faut vraiment plus que j'obéisse à ce que les autres disent. Puis à un moment donné, quand tu comprends ça, tu commences à faire à ta tête et t'occuper vraiment de mettre ta vie en place. Et ça a été le début de ce que je fais maintenant, tu sais, autant les films, autant les voyages, autant mon entreprise Psycha, mon doctorat. Tout ça, j'avais rien décidé de ça avant ce voyage-là. Ça a tout émergé suite à ça. Puis, je trouve ça magnifique. Puis justement, quand tu parles d'apprendre à aimer nos décisions, d'apprendre à être en cohérence avec nos décisions, puis, ben, en fait, d'abord prendre des décisions, les assumer, mais de sentir qu'elles sont en cohérence avec nous, c'est un gros step, puis c'est des choses qui souvent demandent toute une vie parce qu'on évolue on évolue constamment, mais tu sais,
un élément qui me fascine de cette quête-là que tu as faite dans le début, dans tes 20 ans, c'est que d'un, tu étais très jeune. Je pense que tu avais commencé à étudier en communication à l'université, ça se peut-tu? Oui. C'est ça. Mais tu avais quand même réussi à établir des contacts avec des communautés reculées. Tu sais, comment est-ce que tu as réussi, alors que tu n'avais jamais fait ça, à trouver la bonne plug ou à aller à la découverte de ces communautés-là qui sont très rares, sont les voyageurs qui le font. Donc, comment toi, à cet âge-là, tu as réussi à le faire? Ben, je pense que quand tu es attiré par quelque chose, ça veut dire qu'il y a fort probablement déjà une affinité à la base. Donc, moi, ça m'a toujours intéressé de voir comment les gens vivent traditionnellement avant que l'industrialisation soit rentrée. Puis, je me suis toujours identifié à ça dans ma tête. Je me suis toujours dit, je le sens que j'ai une petite partie de moi qui est un peu comme ça. Puis, j'aimerais ça vivre ça pour moi. Mm-hmm. Fait que, moi, je pense que je suis plus parti de qu'est-ce que je sentais qui était moi, puis je me suis juste rapproché de quelque chose que je reconnaissais. Okay. Fait que, quand j'ai rencontré ces premières tribus-là, quand j'avais 20 ans, ben, je sentais que je suis comme, ben, gars, moi, j'aimerais ça, là, vivre avec vous autres, là, moi, c'est mon affaire. Vous allez chasser, vous allez vous occuper de vos troupeaux, puis, fait que moi, je te dirais que ça a été assez innocent comme début. Ça a été plus de l'amour que d'autres choses. Okay. La volonté d'être là, la volonté de les trouver beaux, ce monde-là, trouver que c'est un privilège, être content. Puis je pense que relationnellement, ça se sentait. Puis aussi, ben moi, ça, c'est sûr que c'est pas mal dans l'ère du temps actuellement. Actuellement, il y a beaucoup de tribalisme. Okay? Ça veut dire que les gens s'isolent beaucoup en communauté, en minorité. Puis il y a beaucoup de guerres entre les minorités, puis tout ça. Puis moi, je n'adhère pas à ça. Je veux dire, moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense qu'il faut dire, on est des humains, c'est une catégorie. C'est la catégorie humain. Le reste, on s'en fout. La couleur de la peau, la religion, ça n'a plus d'importance. C'est superficiel. Fait que moi, je me suis jamais dit, oh, c'est une tribu, ils sont vraiment différents de moi. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est des choses, c'est des imbécilités, ça. C'est des choses tellement superficielles, la langue. Oui, c'est important la langue, mais c'est pas ça qui fait en sorte que fondamentalement, on est différent de la langue. C'est rien, ça, là. Fait que moi, je me suis toujours senti beaucoup plus ressemblant ou pareil les uns avec les autres que très différents. Et je pense que ça facilite beaucoup la façon dont je regarde quelqu'un, comment une personne se sent regardée. Et je pense que le cerveau, puis là, je l'ai appris dans mes études plus tard, est capable de lire ce qui se passe dans les yeux très, très rapidement. Puis quand on voit qu'une personne nous regarde de façon respectueuse, de façon aimable, de façon amicale, ben on le sent, puis ça nous donne pas le goût de nous défendre, puis dire « Ah, en tout cas, là, respecte-moi! » Comme on se sent déjà respecté. C'est ça l'idée de ce qu'on appelle la relation humaine. Fait que pour moi, ça a tourné autour de ça, puis je pense qu'il y a une partie qui est un peu naturelle dans moi, puis que j'ai réussi à mettre des mots. OK. Excellent. Non, je trouve ça vraiment intéressant, passionnant. Puis comme tu le dis, c'est les bases de la communication, souvent, c'est inconscient. On le sait même pas. Fait que toi, inconsciemment, quand tu es entré en relation avec ces communautés-là, c'est que tu dégageais une bienveillance, tu dégageais une énergie qui se ressentait déjà, juste un intérêt, une curiosité. Oui, c'est ça. Je pense que quand les gens ils voient que tu es content d'être là, puis tu es conscient que tu es là, ben, ils voient que tu es déjà d'avance respectueux. Tu sais, moi, quand je m'en vais voir une communauté, là, ils m'ont pas invité. Fait que moi, je les envahis. Fait qu'à quelque part, la base, elle est irrespectueuse. C'est comme moi, j'arrive tout content de dire « Ah, moi, je fais des voyages culturels. » Comme une félicitation, là, mais je veux dire, on veut pas rien savoir de toi. Nous autres, c'est pas un voyage culturel, on vit ici, là. Fait que, tu sais, toi, puis ton trip de blanc, là, de culture, là, c'est ton trip de riche, ça. Ça, c'est vrai, parce que nous, on est tellement blindés, on a tellement de richesses que nous autres, on oublie un peu que c'est comme, il y a la vraie vie là, autour de ça. Il y a des gens qui survivent vraiment comme ça, puis c'est pas un trip, là. Fait que je pense que quand j'arrive, je leur montre que c'est un privilège que je sois là. Et que je leur montre dès les premières secondes que je vais suivre leur cadence. Fait que ça, c'est
les messages que je vais envoyer aussitôt qu'ils me voient à 1 kilomètre. Je veux leur montrer comme, vous avez vu, je suis votre lead. Je ne ferai pas quelque chose que vous ne voulez pas, puis tout ce que vous allez faire, je vais l'écouter, puis je vais vous montrer que j'ai reçu un message. Fait que ça fait en sorte que je leur transfère tout le contrôle, puis ils sont comme, oh, bon, on a un visiteur imprévu, mais c'est pas une menace. Il nous écoute, il nous respecte, il est content de nous voir. Et là, un humain là, qui ne se sent pas menacé, il se bat pas, il fait, bon, ben écoute, c'était pas un problème, ben, viens-t'en. Puis là, c'est là que la relation augmente. Mais souvent, on oublie ça quand on est dans les villes, dans des pays. On fait comme si, oh oui, ben moi, j'ai déménagé là. OK, tu as le droit, mais personne ne t'a invité. Juste qu'on s'entende. Fait qui doit s'adapter à qui? Qui doit rester? Entrer dans la danse de l'autre pour après ça, on passe de synchronisation, là, un petit peu. C'est ça. Mais au Québec, on est un petit peu confus dans qui doit suivre quoi, puis le respect, ça fonctionne comment. On est complètement mêlé là-dedans. Mais pour moi, ça a toujours été une valeur de base. C'est, tu arrives dans une maison étrangère, tu montres que tu respectes les règles. C'est pas chez toi, puis tu vas voir que l'intégration va se faire comme ça. Tu vas te faire des amis comme ça. Et moi, Guillaume Duluth, je n'ai jamais eu à changer ma personnalité parce que j'étais dans une tribu. Tant et sous longtemps que je montre que je respecte comment ils vivent. Le respect, il est là. Le respect, il me revient. Personne n'essaie de me changer. Puis, tu sais, en ce moment, on parle beaucoup de racisme. Hein? C'est comme le racisme. Tout est raciste. OK? C'est pas compliqué, là. N'importe quoi est raciste. Ben, moi, j'ai un exemple à ce sujet-là. Si vraiment tout est raciste, là, vous devriez voir le visage de certaines personnes dans ces communautés-là qui m'accueillent. Ils ne sont pas toujours contents de me voir. Ils me regardent comme « Oh non, pas lui, qu'est-ce que c'est ça? » Ben, la question, c'est est-ce qu'ils sont racistes? Non! Ils sont juste pas contents de me voir. Ils ne me connaissent pas. Ils sont occupés. Ils sont anxieux de savoir qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il va voler des ressources? Est-ce qu'il va être un problème pour nous autres? Qu'est-ce qu'on a à y apporter? On n'a rien à s'apporter. On est sur 2 planètes. Donc, l'anxiété va être là, puis c'est normal. Ce n'est pas du racisme. C'est de l'inquiétude. C'est de la réactivité à la nouveauté. Et c'est ma job de dire, non, regarde, on va trouver un terrain d'entente, on va créer une relation de confiance, on va fonctionner ensemble sur des buts communs. Et voilà. Tout descend. Fait que le racisme est beaucoup trop utilisé comme une arme de culpabilité présentement et c'est faux. Puis j'ai beaucoup d'exemples là-dedans, là, mais c'est comme, à un moment donné, quand on arrive devant des choses différentes, on a le droit de réagir. Ce n'est 100%. Pas du racisme. C'est correct. Puis après ça, il y a des choses qui, oui, sont racistes. Ça existe, là, le racisme. Mais tout n'est pas du racisme. Il y a plein de phénomènes comportementaux puis psychologiques et relationnels qui sont impliqués là-dedans. Mais c'est comme réduire ça à du racisme. Ça n'a aucun once de sens. Alors que c'est juste une réaction. Ça pourrait être juste une réaction de prime abord ou de protection ou peu importe. Absolument. Absolument. Qui n'a rien à voir avec... le racisme, ça a rapport avec hey, « wow, qu'est-ce qu'on va faire? » là? Moi, je suis inquiet, j'ai des préoccupations, je te comprends pas, on se connaît pas, tu veux pas les mêmes affaires que moi. Ça n'a pas rapport avec le racisme. Mais... Écoute, Guillaume, je trouve ça vraiment intéressant quand tu parles de réaction, tout ça, parce que j'aimerais ça migrer vers ton émission Tribal, qui est, en tout cas, je tiens à le dire, qui a vraiment été... je pense que pour beaucoup, ça a suscité beaucoup de curiosité, puis ça a été pour nous une belle... beaucoup d'apprentissage, puis une ouverture sur le monde comme jamais, je trouve, dépeindre une réalité qui nous est pas montrée. Puis, je serais curieuse de savoir... s'il y a eu des moments que tu considérais avec certaines des communautés où que ça a été plus difficile, justement, de créer ce lien-là, de créer cette danse-là, si on veut, avec les gens. Mettons, ta plus difficile, ça a été dans quelle partie du monde, puis avec quel groupe exactement? Ben, je dirais qu'il y en a deux des 8 émissions où ça a été plus difficile parce que il y a plein de processus ou de facteurs qui interfèrent avec des processus relationnels, donc des processus typiquement anxieux. Par exemple, il y avait les Orang Rimba d'Indonésie, où c'était difficile parce que ce sont des gens extrêmement isolés, ce sont des gens assez méfiants, ce sont des gens qui sont qui vivent là, de façon extrêmement isolée dans la jungle, donc c'est très risqué là-bas. Tu as des tigres, tu as toutes sortes d'affaires, ils ont été envahis beaucoup, fait qu'ils sont de nature, à un moment donné, plus méfiants envers l'intrus. Donc, on part avec des points en moins, finalement. Fait que là, c'est sûr que c'est normal parce que l'anxiété va être plus élevée, puis il y a tout un système qui vise à ne pas rien savoir des étrangers. Fait que là, c'est sûr qu'il faut comme contourner cette affaire-là. Fait que ça veut dire qu'il faut tranquillement faire diminuer l'anxiété, ça prend plus de temps, puis la relation fluctue vers le haut.
beaucoup plus progressivement. Et en plus, il y a des règles culturelles qui disent qu'un étranger ne peut pas dormir à l'intérieur d'un village ou proche d'une maison. Ce qui fait en sorte que là, on supplante d'autres règles anti-intrus. Tu sais, puis encore là, c'est pas du racisme, ce sont des mécanismes de survie. S'ils sont rendus là jusqu'en 2020, c'est parce que ça fonctionne. On aurait tort de condamner des mécanismes comme ça. Il faut les accepter, c'est comme ça, puis dire, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là? Ce qui fait en sorte que ça a été plus long, beaucoup plus de travail à créer des relations. Aussi, c'est des gens qui ont moins d'extroversion, qui sont moins expressifs, ce qui fait en sorte qu'ils se vulnérabilisent moins. Donc, pour créer de la relation, il faut que tu augmentes le niveau de vulnérabilité. Tu ne peux pas créer de la relation plus forte que le niveau de vulnérabilité. Fait que la relation, c'est une conséquence d'une variable qui s'appelle de la vulnérabilité. Donc, s'il y a des mécanismes anti-vulnérabilité, ben, s'il y a des mécanismes anti-relationnels également. Ça veut dire que moi, il faut que je travaille à tranquillement créer de la vulnérabilité de mon côté et de leur côté, que ça soit toujours relativement équivalent, puis tranquillement que la relation se déploie. Mais encore là, ça se fait. C'est juste que avec chaque personne, il y a une vitesse à laquelle se déploie une relation, puis on ne peut pas forcer là-dessus. Il faut respecter une séquence d'événements, puis un timing en particulier. L'autre exemple, c'est au Gabon. Mais au Gabon, c'est une communauté de Baka. Et donc, là, les Baka que j'ai rencontrés, ils étaient comme un peu sous le gouvernement d'une autre communauté, d'une autre ethnie, parce que tu as beaucoup de compétitions interethniques. Hein? Puis là, c'est comme, je venais voir les Baka, mais ils vivaient dans un village Fan. Fan qui est une autre ethnie, mais qui un peu opprime les Baka. Donc là, je veux dire, c'est à cause de ce qu'on appelle une structure hiérarchique un peu, ça faisait en sorte que l'accès au Baka était difficile, c'était constamment contaminé par le filtre Fan autour. Donc là, on rentre dans un peu un système hiérarchique, c'est-à-dire que là, on rentre dans des externalités, c'est-à-dire des facteurs externes qui interfèrent avec des processus relationnels. Donc, ça serait. Ça serait cela. On n'ira pas dans les détails, mais je trouve ça fort intéressant. Puis, il y a l'aspect technique aussi de l'émission que je trouve intéressant parce que tout au long, bon, on sait que tu es suivi par un caméraman, of course, mais aussi un traducteur, je crois, j'imagine. Des fois, oui, des fois, non. Souvent, il va arriver, mettons, 2-3 jours après moi. Comme ça, le premier contact est vraiment juste moi. OK, c'était ça. Parce que des fois, je me disais, parce que comme tu avais visité ces communautés-là, ben, deux, je pense, hein, dans ta vingtaine, début... Vingtaine, oui, c'est ça, oui, il y avait les Maasai dans la vingtaine. Mais il y en avait plusieurs, là, il y en avait en Asie aussi. OK. Ben, je me demandais comment c'était de retourner, mais avec un caméraman, ou du moins, pas nécessairement de retourner, mais d'aller à la rencontre de ces communautés-là, mais avec un facteur vidéo, puis d'avoir peut-être un traducteur à côté. Comment les premiers contacts pouvaient se faire? Mais je pense que tu as répondu à la question en disant que tu y allais tout seul pour la première fois. Oui, quand je commence, quand j'arrive, ben il y a seulement moi et le caméraman, mais tu sais, il s'appelle Guillaume Baudouin, le caméraman, oui. Ben, il y a comme un exercice qu'on a fait ensemble où est-ce qu'il y a une séquence d'événements que je voulais qu'ils se produisent dans le timing précis. C'est-à-dire que ça prend beaucoup d'énergie émotionnelle et cognitive créer une relation. Et donc, c'est une erreur de multiplier trop de relations en même temps. C'est-à-dire que si moi et le caméraman, on se présente ensemble, il faut que la communauté crée spontanément une relation avec moi et Guillaume Baudouin. Qui doivent alterner. C'est beaucoup trop difficile. Ce qui fait en sorte que c'est mieux si le caméraman est en arrière de moi. J'ai demandé à Guillaume de garder les yeux dans sa caméra le plus longtemps possible. Puis j'allais lui donner le signal de quand est-ce qu'il pouvait lever les yeux pour créer un premier contact visuel. Fait que les humains, ça cherche toujours des yeux. Fait qu'ils vont tout le temps aller chercher le regard de quelqu'un. S'ils trouvent un regard, la relation commence avec cette personne-là. S'il y a trop de regards, ça fait trop de pression et trop de relations à synthétiser en même temps. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas assez d'énergie pour créer toutes ces relations-là simultanément. Ce qui fait en sorte que, en premier, moi, il faut que je m'assure que j'absorbe le regard de chacun. Il faut que je sois sûr qu'ils ne s'en vont pas regarder le caméraman, la caméra. Il faut que je garde l'attention dans mes yeux. Puis, à un moment donné, quand le bon timing est arrivé, là, Guillaume peut lever les yeux, serrer la main, puis là, c'est assez. Mais il faut synchroniser le nombre de relations en même temps. Fait que ça, c'est comment on distribue l'attention consciente, l'attention visuelle.
Intéressant. Puis comment ça a été pour justement pour Guillaume 2, au niveau de l'entraînement, au niveau de te suivre? Tu sais, est-ce qu'il y a eu un entraînement que vous avez fait ensemble? Tu sais, comment ça a été d'être suivi par un caméraman côté demande physique et connaissances? Ben, c'est sûr que, tu sais, contrairement à une expédition, je suis tout seul, il faut penser équipe. Il faut que je pense moi et Guillaume. Fait que si Guillaume ne va pas bien, l'équipe ne va pas bien. Si moi je ne vais pas bien, l'équipe ne va pas bien. Fait qu'il faut s'assurer que l'un et l'autre, on protège notre santé, on protège notre mindset, on protège notre confort puis notre bonheur, si on peut dire. Fait qu'on on est vraiment une mini-équipe. Fait que ça implique beaucoup de communication entre lui et moi. Puis on a deux personnalités vraiment, vraiment différentes. OK? Guillaume, c'est vraiment un artiste. Il a vraiment un trait de personnalité qu'on appelle l'ouverture. Il est extrêmement ouvert. Fait qu'il est facilement, il est un petit peu plus éparpillé. Il est plus ouvert. Il se laisse toucher des affaires. Puis il peut partir là-dessus. Moi, je suis ouvert, mais je suis moins ouvert que lui. Par contre, je suis plus consciencieux. C'est-à-dire que je suis plus structuré. Je fais en sorte que je suis plus orienté vers les buts, mes plans sont plus clairs. Tout ça, c'est normal. Là, aussi, je réalise le show, fait que je connais toutes mes scènes, puis je suis de nature un peu comme ça. Fait que des fois, là, on priorise pas les bonnes affaires, les mêmes affaires en même temps, puis des fois, il faut que je le ramène. Par contre, lui, fait comme moi, mais Guillaume, gars, ça, c'est beau, ça. C'est ça, le côté artistique. Fait que, souvent, quand tu as deux entrepreneurs, c'est bon qu'un soit très fort en ouverture, que l'autre soit un petit peu plus fort en conscienciosité. Comme ça se complète très bien. Quand tu as deux consciencieux, ils ne sont pas capables de s'adapter à l'imprévu, quand tu as deux personnes qui sont trop ouvertes, pas assez consciencieux, sont trop éparpillées, ne sont pas capables de livrer. Fait que c'est un bon match. Par contre, des fois, ça fait des frictions parce que c'est comme, lui, il ne fonctionne pas comme moi je fonctionnerais, puis moi, tu sais, il me trouve des fois trop rigide, moi, je le trouve trop perdu. Fait que, tu sais, c'est comme ça une équipe. Il faut être complémentaire. Fait que voilà, ça a été... En tout cas, le produit final a donné un sacré beau résultat. Puis, en tout cas, on peut voir que... Oui, non, c'est ça. La complémentarité a dû quand même s'opérer. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, tranquillement, on migue vers les questions rafales. Mais avant d'aller aux questions rafales, Guillaume, je serais vraiment curieuse d'avoir un petit peu plus de détails sur tes retraites que tu organises parce que je t'avoue être pas mal une des premières à être intéressée. Je trouve ça fascinant. Je trouve que, tu sais, pour faire des formations en communication relationnelle, style à Montréal, versus le faire vraiment dans un contexte complètement différent qui implique un peu plus la survie, puis avec le Big Five, je trouve ça phénoménal. Puis aussi parler de ton livre qui s'en vient. Donc, peut-être en commençant par les retraites, qu'est-ce que c'est ce projet-là? C'est ça. Ben là, tu parles des retraites en Afrique, hein, n'est-ce pas? Bon. Parce qu'il y a plusieurs types de retraites? Oui, tu as des retraites plus au Québec par bloc de 4 jours, répartis sur 1 an. Ou est-ce que c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus loin au niveau psychologique. Là. Je montre comment une personne pense puis comment tu modifies du comportement. C'est une formation avancée en intervention, en coaching, en leadership. Fait que ça, c'est un type de formation. Puis là, tu as d'autres choses qui est complètement différent. Ça s'appelle Psychom Origine, c'est-à-dire on revient à l'origine de qu'est-ce qu'un humain qui est nomade et qui marche. Et donc, c'est ça, c'est une retraite de 10 jours, en fait 9 jours en Afrique du Sud, où vraiment on va aller essayer de survivre ensemble avec des animaux sauvages, des animaux dangereux qu'on appelle le Big Five. Le Big Five, c'est les 5 animaux dangereux d'Afrique. Et ça prend un entraînement pour faire ça. Il faut comprendre le comportement animal, il faut bien fonctionner en équipe, ça prend de la psychologie là-dedans. Fait que c'est un mix de développement du leadership, de psychologie, de communication, de vivre un peu comme une tribu nomade, puis aussi entraîner un dialogue avec ces animaux-là parce que chaque animal a son propre langage. Il faut savoir ces codes-là, il faut savoir comment écouter ça. Il faut savoir comment être conscient de tout, dont les choses qu'on n'est pas habitué d'être conscient, comme par exemple les mouvements de vent. Il faut savoir le vent bouge comment, parce que tout est basé là-dessus, sur où tu marches, où tu vas aller, qu'est-ce qui est sécuritaire ou pas, comment tu contournes les rhinocéros que tu vois à 500 mètres. Pour moi, c'est comme quelque chose qui est plus revenir à la nature et qui implique un dialogue avec l'environnement. Puis dormir. Fait que, les premières journées, on s'entraîne dans des conditions où il n'y a pas d'animaux, je dirais, mortels. Puis après ça, il y a 3 journées pleines où c'est comme, là, c'est la vraie affaire. Il n'y a plus de marge de manœuvre. On s'arrange avec ce qu'il y a. Il y a quand même du risque.
Il y a quand même du risque. C'est ça. La formation nous permet d'éviter au maximum le risque, mais ça reste une expérience où tu as vraiment le feeling d'être en survie, là. Oui, c'est pas une joke, là. C'est vraiment... c'est pas quelque chose qui est possible de faire, normalement. Tu peux pas faire ça. C'est une permission spéciale que j'ai. À cause parce que je connais plusieurs réserves, parce que j'ai eu des permissions spéciales, parce que je suis formé moi-même, mais c'est pas... tu sais, personne ne va aller dormir avec 20 lions, là. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est même pas assuré normalement, mais... nous, on a eu la permission de le faire, mais c'est sûr que ça prend beaucoup de discipline. Mais pour les gens qui sont motivés à le faire, ça se fait très bien. Puis, je l'ai déjà fait moi-même, puis je suis avec 2 autres personnes qui sont entraînées pour ça. Donc, ça se fait, mais c'est un défi personnel, puis c'est un défi beaucoup d'attention. Il faut vraiment prédire tout ce qui va se passer. Puis donc, une partie de la formation, c'est d'expliquer comment on fait pour prévoir des choses. Comment faire pour savoir où marcher, comment tu lis tes traces à terre, par où tu passes, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, qu'est-ce qui est sécuritaire ou pas. Donc, c'est comme un safari, mais dans l'action, là, tu ne peux pas avoir plus action que ça, là. C'est au même prix qu'un safari, mais c'est juste le level 2 côté exposant 2 avec le côté développement personnel puis relation avec les gens qui se trouvent. Je trouve ça vraiment intéressant, en fait. C'est en me promenant sur ton site que j'ai vu ça, puis je me suis dit, mon Dieu, quelle belle expérience humaine. Puis, ton livre, parlons-en de ton livre qui s'en vient, qui devrait sortir en novembre, donc qui est vraiment novatrice là, en termes de communication interpersonnelle, qui peut s'adapter, qui englobe en fait toutes les cultures, langues, contextes sociaux, social, religieux, bref. Qu'est-ce que c'est? Je dirais, c'est un résumé théorique et pratico-pratique des 20 dernières années de travail que j'ai fait. C'est mon premier livre. C'est la première fois que je mets les théories sur lesquelles j'ai travaillé, les exercices que j'ai créés sous forme écrite. Ça parle de qu'est-ce qu'une relation, comment fonctionnent les relations humaines, comment fonctionne la communication interpersonnelle dans un contexte relationnel, comment tu communiques avec un humain, qu'est-ce que ça veut dire quand il bouge de telle façon, comment tu t'y prends pour créer les effets qu'on recherche, qu'on a besoin tous les jours, comment tu crées une relation, comment tu gères les émotions, comment tu crées de l'énergie. Je parle beaucoup d'énergie dans ce livre-là. C'est un thème que j'aime pas tant que ça parce qu'il est beaucoup associé à des termes ésotériques. Mais on n'a pas le choix d'en parler de l'énergie. Puis il y a plein de formes d'énergie, puis il y a plein de matérialisation de l'énergie. Puis c'est d'ailleurs écrit dans le livre, qu'est-ce que je veux dire par là, mais il faut penser énergie. Pourquoi on parle à une personne? C'est parce on cherche quelque chose. Puis l'idée du livre, c'est de dire, OK, avec certaines façons de concevoir une relation, puis le comportement humain, puis la communication, il y a moyen d'accéder à de l'énergie. L'énergie, entre autres, c'est d'accéder à quelque chose qui vaut cher dans la conversation. Quelque chose que le cerveau ne va pas laisser passer, ne va pas laisser transparaître s'il n'y a pas telle ou telle condition. Fait que quand on investit du temps et de l'énergie avec une personne, justement, c'est parce qu'on va aller chercher quelque chose qui vaut cher et qui est rare, justement, parce que c'est inaccessible. D'où le titre « Je suis un chercheur d'or » parce que c'est ça que je cherche. Je cherche ce qui est inaccessible, je cherche ce qui a de la valeur et ça existe. C'est juste que c'est comme un peu de l'archéologie. Il y a des choses à découvrir, mais l'idée, c'est que ça prend une technique pour aller trouver ce qu'il y a à trouver dans une conversation, dans soi-même, dans une autre personne, puis aller utiliser ça pour aller propulser la relation vers l'avant, vers un but commun, donc créer un mouvement. Alors, tout ça, il faut comprendre comment ça marche, les interactions humaines. Fait que pour moi, j'essaie de... En fait, je pense que je réussis là, de présenter les relations humaines d'une façon qui n'a jamais été présentée encore, de comprendre la communication interpersonnelle d'une façon qu'elle n'a jamais été présentée encore, puis surtout d'expliquer aux gens, voici qu'est-ce qu'il faut faire. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Puis d'expliquer clairement comment. Parce que la communication, c'est très subtil. Ça va à la vitesse du cerveau. Fait que ça ne peut pas être juste des mots, puis ça ne peut pas être juste verbal. Il faut vraiment sentir des petits cues rapidement chez l'autre, chez soi, comprendre les mécanismes d'intervention, savoir comment s'ajuster. C'est une interaction, c'est ça la communication, mais si on ne les apprend pas, ces indices-là, on ne peut pas s'ajuster. Fait qu'on s'isole dans notre tête, puis on prépare notre réponse, puis on prépare ce qu'on veut dire. Mais toutes les réponses sont là, sont devant nous. Fait que j'essaie de montrer aux gens comment forcer moins, avoir juste des réponses plus claires, puis savoir quoi faire avec le matériel qui est déjà bon, qui est déjà sous nos yeux.
Fait que, en ce moment, c'est pas vraiment enseigné ces choses-là, puis je pense que c'est déplorable, mais je pense qu'on a tout avantage à dire, hey, sais-tu quoi, si on écoute bien, puis on sait quoi écouter, et on peut se détendre, puis on peut travailler avec une appareil qui est déjà accessible, c'est déjà là. Mais si tu le sais pas, c'est comme on n'est pas conscient qu'on... Exact. C'est ça le but du livre. Puis là-dedans, je raconte des histoires de comment j'ai appliqué ça avec des tribus, comment je me suis sorti. La petite twist. Oui. Ah, c'est ça. Génial. Ça devrait sortir quand exactement? Ça va sortir le 12 novembre. Le 12 novembre. Excellent. Ouais. Je vais mettre, est-ce qu'il va être possible pour moi de mettre les différents liens dans le podcast? Oui, absolument. Là, ça va être sûrement vendu électroniquement aussi ou en librairie. Là, je suis en train de réviser la dernière épreuve que les éditeurs m'ont envoyée. Super. Puis écoute, Guillaume, on est à la fin et là, c'est la partie questions en rafale. Donc, oui, voilà. C'est des questions d'abord de la communauté, puis ensuite des questions, comme je te disais, en lien avec Go Wild. OK? Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Excellent. Donc, on a eu une question, en fait, concernant le fait que souvent dans tes expéditions, tu risques ta vie, même si c'est contrôlé de par comment dire, t'as acquis de l'expérience à force de les faire, mais on se demandait, en couple, comment est-ce que ça peut être vécu par l'autre personne que tu risques ta vie comme ça? La relation à la mort, la relation au risque, comment est-ce que ça se passe? Tu veux vraiment t'embarquer là-dedans, toi? Est-ce qu'on peut faire ça short and sweet? Short and sweet, je vais essayer. En couple. Bon, premièrement, j'ai jamais fait d'expédition en couple. Donc, parce que les blondes ne veulent pas me suivre, puis c'est bien correct. Par contre, je pense que ta question, c'est comment, mettons, en couple, ils vivent avec le fait que moi, je fais ça. Je pense qu'elles sont anxieuses. Je pense pas qu'elles sont pas anxieuses, surtout quand je donne pas de nouvelles pendant plusieurs jours. C'est sûr qu'avec le temps aussi, les gens prennent confiance en moi de dire « Ah, ouais, un risque, mais Guillaume, il fait pas des niaiseries pour des niaiseries. » Puis c'est vrai, je vais pas courir après le risque inutilement. Oui, il y a tout le temps des risques dans ce que je fais, mais je le calcule. Puis, oui, il y a des risques, mais j'essaie d'éviter la mort. Là, la mort ne m'inquiète pas. Mais c'est ça que j'allais te demander. Tu n'as pas peur de la mort? Non. Je suis vraiment confortable avec la mort. Si, en faisant mon best, en faisant ce que j'aime, puis j'ai fait le mieux, puis je meurs, je calcule, c'est une très belle mort et je suis honoré de mourir comme ça. Je ne suis pas pour la vie coûte que coûte. Je suis pour une vie de qualité. Et moi, j'accepte cette mort-là. En fait, je suis très excité de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Fait que c'est pas pour moi là, une fin définitive. Je suis assez intéressé à savoir qu'est-ce qu'il y aurait de l'autre côté. Puis de toute façon, ça va arriver. Fait que là, je connais pas la date. Mais moi, je suis à l'aise avec ce rapport-là avec la vie et la mort. Puis j'essaie d'avoir la vie la plus significative. Et je sais que pour moi, ma vie significative, ben, ça a un coût. Ça a un coût. Puis le coût, ben, c'est certains risques que pour moi, je dois prendre. Puis c'est ma propre responsabilité. Fait que je pense que tout ça, le fait que je suis à l'aise avec ça, puis que ça soit assez rationnel, puis je pense que ça donne confiance les gens autour, même si oui, ils sont un peu anxieux, mais ils disent « Ouais, mais Guillaume, tu sais, il sait quand même ce qu'il fait, même s'il n'y a pas le contrôle sur tout, puis même si tout n'est pas parfait. C'est ça. Mais surtout que le coup à ne pas faire ce que tu es en train de faire, c'est quasiment pire, ce serait de se tuer intérieurement, du moins, de ne pas vibrer sur ce que tu aimes. C'est ça. Mes blondes, ben pas, j'en ai pas plusieurs. Plusieurs en même temps. Les blondes que j'ai eues me connaissent, puis ils savent que si je fais pas quelque chose qui est fondamental pour moi, je suis pas heureux du tout. Puis ils le voient, tu sais, puis je le manifeste, puis je le cache pas, puis fait que c'est comme, personne ne souhaite ça à quelqu'un de pas être heureux. Fait que si c'est comme, pour faire une expédition, tu vas être heureux, puis ça te fait sourire, ben c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est comme ça. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui s'ajoute un peu dans la relation de se connaître, puis que les gens sachent que ben, Guillaume, il a besoin de ça, puis il va bien le faire, puis c'est ça. Excellent. Donc, anxieuse, mais elles comprennent, puis elles savent que tu niaises pas, tu fais ce que tu as à faire, tu es sérieux dans ta démarche. Ensuite, prochaine question, difficile de revenir à la réalité après tes expériences aussi dépaysantes. Ça dépend lesquels. Comme tu vois, ma sortie là, au Québec pendant 2 semaines,
Revenir, oui, là, il y a une petite adaptation parce que tu t'attaches. Ben, moi, personnellement, je m'attache à cette solitude-là, puis à vivre dans la nature. Puis, Ouais. si j'avais juste mangé un peu plus, moi, j'aurais pas eu de misère à rester là un mois. Là, OK. Fait que oui, tu as un retour sur des choses que tu veux pas, des responsabilités que laissent en stand-by, que tu fais juste là, allumer ton cellulaire, tu as peur. Tu as peur. Quand tu allumes ça, là, tu dis. Ouais. Regarde bien les messages, les 25 messages, dont 50% ça va être des stresseurs et des mauvaises nouvelles, puis des affaires à gérer, puis les 72 messages textes, puis les 136 emails. J'ai-tu le goût de ça? J'ai pas le goût de ça. Mais ça fait partie de la vie. C'est comme de laisser ça en stand-by, il y a des responsabilités à prendre. Fait il y a un petit quelque chose en revenant. OK. Petite transition, là. C'est toujours un peu difficile. Ouais. Ouais. Pour les expériences solo de ressourcement, oui. Par contre, quand je vais visiter des communautés, des tribus, quand je fais des films, c'est pas une transition pour revenir parce que j'étais entouré de monde. Tu sais, fait que j'étais pas seul, j'étais dans un système. Puis là, je reviens chez moi, puis je fais comme, c'est un autre système. Puis lui, je le connais, c'est chez moi, puis je l'aime. Puis il est différent de la tribu, de la communauté. C'est deux systèmes différents. J'aime les deux. Je suis content d'avoir été dans les deux, mais je ne compare pas l'un et l'autre. Souvent, les gens pensent souvent, ça doit être dur, tu te retrouves dans un monde capitaliste, puis les personnes étaient si proches de la nature. Tu sais, les gens idéalisent les gens qui vivent traditionnellement comme si c'est des surhommes purs. C'est tellement caricatural. C'est pas ça. C'est pareil et différent en même temps. Puis il n'y a rien à comparer. Fait que quand je reviens au Québec, je me dis, ça, c'est mon beau Québec que je connais, puis je suis bien content de cette société-là, puis je trouve qu'on est du bien bon monde. J'aime beaucoup le Québec, puis le Canada, puis l'Amérique du Nord. Fait que je ne compare jamais les deux sociétés ensemble et je ne pense pas qu'il faut comparer ça. Ce sont deux choses différentes avec plein de belles affaires. Fait que quand je reviens, j'ai pas vraiment de transition dans ce type d'expérience-là. Non, j'aime ça. J'aime vraiment ça, cette façon. Ça va me rester, on dirait que c'est quotable, mais c'est de mettre son chapeau d'une société à l'autre, puis de juste, je mets mon chapeau, puis je nage un peu à travers la société, c'est tout. Oui. Avec ses différents paramètres. On s'adapte. Ouais. Puis la dernière question de l'auditoire, c'était comment entretiens-tu toutes tes langues? Parce que tu en parles beaucoup, honnêtement, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le russe, l'arabe, le chinois, le pidgin. Comment tu fais pour les conserver? Bon, premièrement, oui, j'ai appris 9 langues, mais je ne peux pas dire que je me sens confortable dans les 9 langues en même temps. OK? Sont toutes là, à quelque part dans ma tête, mais je dirais mes préférées ou celles que j'utilise le plus, c'est celles qui sont les plus facilement accessibles. Fait que, j'en ai toujours 4-5 sous la main là, qui sont plus facilement accessibles. Mais honnêtement, les langues que j'aime moins, qui ont moins la sonorité que j'aime, c'est l'italien et l'espagnol. Ah, pour vrai? OK. Oui. C'est pas parce que c'est des langues difficiles, c'est juste que ça sonne pas comme l'instrument de musique que j'aime autant que le russe, par exemple, ou l'allemand. J'aime mieux ces langues-là. La musique me plaît plus. Fait que tout ce qui est émotionnellement plus actif va rester plus facilement en mémoire. Tandis que, c'est comme mon italien, là, il est tellement loin là, que c'est comme j'aurais de la misère là, à avoir une conversation de base. Il faudrait que je me la réchauffe là, pendant une journée, puis là, ça reviendrait, tu sais. Fait que, il y a ça, tu sais. Ils sont pas les 9 pareils égales, non. Non, mais tu les parles, puis une fois que tu te remets dans le bain, ça peut revenir, mais c'est ça, des bases, de l'intermédiaire. Génial. Ils sont toutes là quelque part, mais des fois, il faut aller les chercher, là, tu sais, un peu plus. Ah ouais, c'est poussiéreux un peu. Poussiéreux. Puis, il y a des moments de la journée où je me donne des défis de penser dans certaines langues. Fait que ça, c'est une façon. Des moments de la journée où je pense juste en allemand, d'autres journées où je pense juste en russe. Fait que ça m'aide, tu sais, de les garder actifs. Fait que je m'imagine. Souvent, je parle tout le temps. Je parle tout le temps dans mon auto, tout seul. Je parle sur ma moto, je me parle. Fait que je me parle dans différentes langues. Fait que c'est une façon de les activer. Parce que j'aime la musique. Je trouve ça beau. Je trouve ça le fun, les sons qui sortent de ma bouche, puis ça me plaît. Fait que c'est une façon de les réchauffer. Mais oui, potentialiser. De toute façon, on sait qu'on passe du temps dans le trafic, on passe du temps, des fois, pourquoi pas se mettre à se parler tout seul, à pratiquer des langues, mettre des audios ou peu importe. 100%. Maintenant, les questions rafales, go wild. Si tu dois choisir une communauté reculée pour passer le restant de tes jours, ça peut être celle que tu as visitée ou non, laquelle tu choisis? Korowai, Papouasie, ils vivent 30 mètres dans les arbres. Puis moi, je suis heureux quand je suis dans les airs. Génial. Tu te sens pleinement vivant quand? Quand je suis
libre, puis quand j'ai des défis. Quand je suis libre et quand il y a des défis. Ce mix-là là, d'être libre, d'aller chercher quelque chose auquel je tiens, puis que je peux y aller, moi, c'est ma zone de confort. OK. Excellent. Puis de quoi notre société a-t-elle le plus besoin, à ton avis? L'augmentation des prises de responsabilité personnelle. Quelqu'un a envie de vivre un voyage en solo, ça serait quoi ton premier conseil? Puis on parle d'un voyage solo survie, là. Premier conseil? Définir les critères de succès réalistes. OK. Et avoir un bon équipement. Oui. Cumuler à travers le temps pour avoir ton walk-in de survie. Puis, finalement, Guillaume, un fait wild sur toi, quelque chose que ni même ta mère ne sait. Qui est PG-13, j'imagine? Pas obligé. Un fait wild sur moi, un fait wild. Ah, je peux pas dire ces affaires-là. Non, OK. Ça peut être, t'as joué de la clarinette quand t'étais jeune, je sais pas, quelque chose qu'on sait juste pas, mettons. Ah, j'ai appris le violon en 24 heures. Pour vrai? Ouais, ben en fait, j'ai découpé, j'ai créé une technique pour apprendre le violon. En fait, les 4 saisons de Vivaldi, qui est une des tunes les plus difficiles. En fait, l'été de Vivaldi, là, il y a 25 000 notes à seconde. Mais j'ai créé un protocole où est-ce que je m'entraînais 3 minutes par jour, de façon spécifique. Puis ça m'a pris environ 22 heures jouer à vitesse tempo d'un violoniste. Fait que j'ai réussi à apprendre ça. T'avais une base en musique ou pas du tout? Non. Zéro. OK. Wow, excellent. Ben écoute, ça fait le tour des questions en rafale. Guillaume, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te suivre dans toutes tes épopées puis toutes les belles connaissances que tu peux nous apporter en neuropsy? Je dirais que la première affaire, ça va être sur mon site web, www.communicationpsychom.com, sur mon Facebook, Guillaume Duleux-Psychom, mon Facebook personnel. Mon agente, c'est Sonia Gagnon, qui est vraiment super. Voilà. OK. Excellent. Ben écoute, Guillaume, on te souhaite bonne chance pour la suite. For sure, on va pouvoir se procurer ton livre en novembre. Puis d'ici là, peut-être que tu vas me voir la binette en Afrique, who knows? Ça me fait un grand plaisir. Oui, merci beaucoup, là. Merci à toi. Bye. Bye.